Bonjour, Monsieur Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, responsable scientifique du pôle sécurité, défense, renseignement, criminologie, cybermenaces et crise. Vous avez accepté de venir devant notre commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier. Je vais, comme il est d'usage, vous rappelez qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13-14-15 du Code pénal. Et je vais vous inviter à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Merci. Donc, ce que je vous propose... Mieux avec le micro, je le jure. Très bien. Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est de faire peut-être une petite présentation liminaire à la suite de laquelle nous échangerons avec le rapporteur Étienne Blanc en vous posant des questions. Merci. Écoutez, merci de votre invitation. Il est toujours intéressant de revenir dans cette maison, parler de la problématique du trafic de stupéfiants, puisque au moment où l'État en France était le principal dealer public du pays, avec la Régie française de l'opium, qui était la version CEITA des stupes, au moment où dans nos territoires coloniaux, le chemin de fer de l'Indochine allait de champ de pavot en champ de pavot, c'est dans cette maison que les parlementaires radicaux et médecins, de toutes origines et de toutes obédiences, ont décidé de mettre en cause la pratique qui visait à faire de l'argent sur le trafic des stupéfiants au nom de problématiques de santé publique et de médecine. Je vous renvoie tout ceci au Dragon domestique de feu, mon collègue Christian Bachmann, qui est l'ouvrage le plus abouti, et hélas inabouti du fait de sa disparition, sur l'historique de la manière dont la problématique des stupéfiants a d'abord été considérée comme un outil naturel de développement de business et de commerce. Et pour tous ceux qui ont vu les 55 jours de Pékin, je voudrais leur rappeler qu'il s'agit d'une œuvre de pure fiction et que la première coalition internationale de l'histoire du monde entre des pays qui ne s'étaient jamais fait que la guerre avant et après a eu lieu pour imposer à l'Empire du Milieu la fin de la prohibition contre le trafic et la consommation des stupéfiants au bénéfice de l'ensemble des puissances coalisées qui allaient des États-Unis au Japon en passant par la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et quelques autres. Donc nous avons une vision aujourd'hui du problème des stupéfiants qui est une vision pénale. Il y a un peu plus de 100 ans, c'était fort heureusement une vision médicale et elle répondait à plusieurs problématiques. Un, l'addiction. Et une addiction massive sur des populations nombreuses, dont une très grande partie avait été gazée dans les tranchées en 14-18. Le préfet de police expliquait qu'il y avait 100 000 addictés aux stupéfiants à Paris en 1920 et que c'était un problème majeur qu'il faudrait traiter une bonne fois pour toutes. Et il se trouve qu'à l'époque, les stupéfiants étaient un médicament utilisé pour, et si le Coca-Cola s'appelle Coca, c'est pas juste pour faire plaisir, c'est parce que l'essentiel de sa composition, comme le vin Mariani, qui fut son ancêtre, et dont le brevet a été volé par les Américains au détriment des Français, était un produit purement stupéfiant, basé sur de la cocaïne. Alors certes, pas exactement traitée comme celle qui est vendue actuellement, mais qui avait effectivement des effets dits bénéfiques pour toute une série d'activités, notamment de haute intensité ou en altitude. Nous avons une relation donc avec les stupéfiants beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à traiter et beaucoup plus incompréhensible que celle que nous avons depuis la loi de 1970, qui a totalement modifié l'approche de la question des stupéfiants en France pour des raisons pénales, alors que jusque-là, la question médicale avait été considérée comme essentielle. Nous avons donc eu des phases de traitement de la gestion des stupéfiants. Là, je parle de la consommation, accessoirement de la production et de l'exportation, puis du trafic, qui ont amené à des modifications majeures d'approche, donc de culture. Une culture médicale, puis une culture pénale pour répondre à un ultimatum américain du président Nixon qui impliquait que nous arrêtions de submerger les États-Unis de production de très bonne qualité, mais qui posait un certain nombre de gros problèmes, ce qui explique d'ailleurs l'apparition du Narcotics Bureau, ancêtre de la DEA, à Marseille. Et donc, si vous voulez avoir une idée à peu près précise de l'évolution du temps, avec des docu-fictions qui n'avaient pas encore ce nom, eh bien, vous regardez Borsalino & Co. pour comprendre ce qu'a été Carbone et Spirito s'imposant
et créant le premier kyste criminel français à Marseille, et puis la French Connection expliquant ce qu'a été l'industrialisation du trafic et l'effet imprévu, secondaire, pervers de la loi de 1970 qui, ne sachant pas faire le tri entre consommateurs, dealers et gros trafiquants, a créé, un peu comme notre code pénal d'ailleurs, une idée qu'il fallait tout réprimer de la même manière. Et donc, prison pour tout et pour tous, ça ne marche pas. Donc nous sommes dans un processus sans aucun sens, sans aucune cohérence, et où nous traitons en permanence de conséquences liées à des injonctions contradictoires qui n'ont jamais fait l'objet d'une mise à plat par le gouvernement, alors même, je tiens à le souligner, que les assemblées, et notamment l'Assemblée nationale l'année dernière, a réussi, d'une manière assez intelligente, à avoir un dialogue construit, intelligible, cohérent, sur la question de la gestion de la problématique des stupéfiants. Le fait de savoir si on est d'accord ou pas avec les conclusions est une autre affaire. Je précise simplement que le débat a eu lieu, qu'il a abouti à une forme de mise en cohérence de la manière dont vous pouvez aborder la question et d'un certain nombre d'outils proposant de les traiter. Alors, je le précise bien, moi je suis contre toutes les addictions, donc j'apparais plutôt comme un répressif, mais quand une politique de prohibition donne des résultats aussi inverses à toute politique de prohibition qui a eu lieu dans l'histoire, qu'elle soit celle de l'alcool ou les autres, nous avons un souci quant à la cohérence de la politique. Une politique de prohibition, ça se traduit par une raréfaction du produit, une baisse de la qualité et une augmentation du prix. En France, nous avons exactement l'inverse. Une augmentation de la qualité, une augmentation de la quantité et une baisse des prix. Il y a quand même un sujet. Et quand une politique de prohibition aboutit à l'effet économique exactement inverse à celui recherché, c'est donc que la politique est mauvaise ou qu'elle est mal appliquée. En France, c'est les deux. La politique est mauvaise parce qu'elle est incohérente et elle est mal appliquée parce que, bien évidemment, avec le nombre de consommateurs que nous avons, le nombre de consommateurs réguliers que nous avons, le nombre de jeunes consommateurs que nous avons et le changement de la nature des produits par une augmentation massive du taux de THC dans les produits de type cannabisoïde, l'arrivée de produits de synthèse dont certains sont extraordinairement dangereux, nitazène, kétamine et autres produits de fabrication dans son arrière-cuisine ou dans son labo, la capacité désormais à avoir des relations directes du producteur au consommateur par la surmultiplication des champs de production ou des petits labos chimiques à petites zones de chalandise, le développement massif de la consommation dans des zones qui sont passées de la banlieue à l'agglo et de l'agglo à la petite ou à la moyenne ville. Tous ces éléments-là accumulés montrent que la politique, s'il y en avait une, de lutte contre les stupéfiants est un échec conceptuel, structurel et opérationnel. Donc il y a un souci générique qui nécessite de reprendre le problème depuis le début. 1, qui consomme, 2, pourquoi on consomme, 3, comment on consomme, qu'est-ce qu'on consomme et qu'est-ce qu'on peut faire pour reprendre la problématique d'abord médicale, qui est paradoxalement la plus simple, par la désaddiction, y compris par des mesures fermes de désaddiction, jusqu'à la politique de lutte contre les grands trafiquants, et notamment sur un certain nombre d'espaces qui nous sont proches et qui sont des paradis fiscaux ou des blanchisseuses bien connues des produits stupéfiants, y compris des endroits où on retrouve beaucoup d'influenceurs qui ont basé leur arrière-cour. Voilà, nous avons ça comme problématique générale. Le reste est bien connu. L'OFDT comme l'OEDT font très bien leur travail. Les problématiques de connaissance et des substances et de l'évolution des substances, des zones de développement des substances, de la quantité de personnes incriminées, de l'augmentation relativement forte ce qu'on appelait overdose ou surdose en français, l'arrivée rapide et attendue d'un côté du Captagon et de l'autre du fentanyl vont nous amener à des problématiques médicamenteuses encore pires que celles qui ont pu être connues dans des problématiques récentes sur le détournement du médicament. Je pense au Mediator en particulier, mais ce n'était qu'un épiphénomène par rapport à ce qui est face à nous. Le fait que nous soyons désormais entourés par 2 voire 3 narco-États
Belgique, Pays-Bas, ils détestent quand on dit ça, mais c'est quand même comme ça que c'est, du point de vue policier en tout cas, et même du point de vue des magistrats qui n'hésitent plus à dire les choses. La situation de notre frontière avec l'Espagne est extrêmement préoccupante. Les problématiques guyanaises atteignent des degrés absolument invraisemblables, à la fois d'acceptation de l'ampleur du trafic, puisque désormais, une circulaire pénale avait même prévu qu'en dessous d'1 kilo, on poursuivait plus, ce qui est inattendu. J'avais vu jusqu'à 100 grammes. Alors, je dois dire très honnêtement que le niveau en grammage de ce qui était poursuivable ou pas était une nouveauté. Je n'avais pas vu que le parlementaire avait été aussi précis. Je crois qu'il avait provoqué une sorte d'interdit absolu. Mais bon, on s'adapte comme on peut. Mais là, on a face à ce département en particulier une problématique particulière et extrêmement inquiétante, de la même manière que sur le crack, on a des situations dans les DOM tout à fait inquiétantes, avec un développement assez important et des espaces qui sont plutôt limités sur le territoire métropolitain, Stalingrad, etc., mais extraordinairement développés dans d'autres espaces qui doivent être considérés comme la métropole, entre guillemets, puisqu'ils appartiennent au territoire national. Donc une situation générale de dégradation, une problématique d'augmentation de la consommation, de contournement, d'augmentation de l'intensité des produits consommés. Et face à cela, des postures, des mouvements, des tours de bras, des déclarations, des sommations, assez peu de réflexion, assez peu de contenu et une incohérence absolue entre la proclamation, l'action, l'accompagnement et donc un saupoudrage généralisé qui amène mécaniquement, à force de vouloir tout faire sans rien vraiment faire, de ne pas savoir exactement ce qu'on fait et donc de ne pas répondre à la problématique ni de l'expansion du trafic, ni de son intensification, ni de l'augmentation des règlements de compte, particulièrement développé spécifiquement à Marseille, mais c'est une tradition. Mais quand on parle beaucoup de Marseille, on oublie de parler de ce qui se passe autour de Montpellier, autour de Grenoble, un peu autour de Toulouse, évidemment à Sevran et dans la banlieue parisienne, à Valence, dont j'ai découvert moi-même que c'était une ville qui aujourd'hui avait basculé de l'autre côté du miroir, avec des listes de gens à éliminer, des problématiques inédites dans la manière dont on s'exprime sur la question. Et comme nos amis trafiquants ont pris l'habitude de nous raconter sur YouTube ou TikTok à peu près tout ce qu'ils veulent faire, font ou devraient faire, il ne faut pas sous-estimer, au-delà du matamorisme ambiant, une problématique de dégradation forte, je veux dire même de désagrégation des effets de la logique des stupéfiants et donc de ces effets aussi en termes de violence, de mortalité, d'enlèvement, de torture, de barbarie diverses qui amènent, il suffit d'aller dans les tribunaux et pas seulement à Bobigny pour se rendre compte de ce qu'est l'apparition d'un État parallèle qui est un État narco, même si la France n'est pas encore un narco-État. Voilà, si vous vouliez une option optimiste, ce n'était pas moi qu'il fallait inviter en ce début d'année. Un peu optimiste, mais c'est stimulant. Du coup, Étienne Blanc va rebondir. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu cette loi de 70, les conditions dans lesquelles elle a été adoptée, les raisons pour lesquelles elle a été, et l'influence des États-Unis? C'est un coup de téléphone du président Nixon au président de la République qui lui a dit « il y en a marre ». Donc, si vous ne prenez pas des mesures pour démanteler les labos, les réseaux et la distribution, il y a eu une affaire majeure qui était l'affaire, je ne vais pas dire une bêtise, mais Angèle-Vin, je crois, un présentateur de télévision qui avait caché... vous avez la version drôle dans Le Cornio. Voilà, tout ça est une histoire vraie. Alors, drôle dans Le Cornio et pas drôle du tout vis-à-vis d'Américains qui décident de faire la lutte à la drogue. Les Américains font la guerre à peu près tout. Alors, ils la font plus ou moins bien. Au terrorisme quand il faut la faire. Là, ils ont décidé de faire la guerre à la drogue parce que la diffusion des produits stupéfiants de très haute qualité produits par les labos corso marseillais français avait amené à submerger le marché américain. Et donc, pour des raisons légitimes qui est de lutter contre le trafic et lutter contre les effets du trafic, parce que la pureté des produits amenait évidemment déjà un début d'overdose ou de surdose considérable. Donc, des raisons médicales en France ont amené à une politique visant à lutter contre les addictions et pas à lutter contre le trafic, ce qui avait donné de meilleurs résultats et par ailleurs prenait en compte le problème des gazages dans les tranchées, qui est un sujet qu'il faut prendre en considération. On ne savait pas comment traiter
Voilà. Et puis, je veux dire, les stupéfiants, le cannabis ou le reste, ça a des effets médicaux qu'il ne faut pas du tout sous-estimer. Le problème, c'est que nous faisons tout trop. La France aime les extrêmes. C'est soit tout, soit rien. Et donc, on n'a pas pris en compte les dimensions médicales et utiles de toute une série de médicaments, dont certains sont liés aux produits stupéfiants. Les opiacés sont des produits médicaux comme d'autres. Mais au lieu de traiter de la question d'un point de vue médical, le coup de téléphone du président Nixon a amené un bouleversement dans la politique française et la loi de 1970, qui est apparue sur injonction américaine pour des raisons de politique intérieure, de lutte contre les stupéfiants et d'absence totale d'action de la France, qui considérait que si on pouvait les exporter, ce n'était pas très grave. C'est un peu comme les Anglais avec le Londonistan. Tant que les terroristes djihadistes qui étaient à Londres commettaient des attentats hors d'Angleterre, on s'en occupait pas. Il y avait une sorte de non-dit, de deal. D'ailleurs, le refus d'extrader l'un des principaux financiers du terrorisme international pendant des années n'a débouché qu'après que des attentats aient eu lieu à Londres, et où les Anglais considéraient que, bon, puisque c'était comme ça, on pouvait faire de la coopération internationale, puisqu'on n'était plus immune d'une activité intérieure. Voilà, c'est des problèmes habituels. On l'a vu avec l'ETA entre les Espagnols et l'arrière-base français. Donc, ce sont des sujets récurrents. Le président Nixon a demandé, c'est une injonction, elle est connue, elle a été détaillée d'ailleurs dans un certain nombre d'ouvrages sur les relations franco-américaines. Et donc, nous avons produit une loi écrite avec les pieds, d'urgence, n'importe comment, qui est la loi de 1970, qui malheureusement ne traite pas de manière différenciée des problématiques différentes. Une problématique d'addiction qui est une problématique médicale et qui doit se traiter de manière médicale, une problématique de dealer, consommateur, mais de petite envergure, qui en fait produit pour lui-même et se paye pour d'autres et qu'il faut traiter avec, je dirais, une sorte d'aménagement, parce que c'est pas Pablo Escobar. Et puis Pablo Escobar qu'il faut traiter comme Pablo Escobar. La loi de 70, elle traite tout le monde de la même manière, dans son intention. Évidemment, dans son application, c'est impossible. Quand on arrête 60, 80, 100 000 consommateurs pour faire du chiffre, on ne les renvoie pas tous devant les juridictions parce que ça ne marche pas. Donc on fait de l'injonction thérapeutique, il ne faut pas recommencer, ou de la saisie avec destruction des éléments par l'usage de la chasse d'eau, voire réutilisation pour les indicateurs divers et multiples, parce qu'il faut bien trouver un moyen de compenser leur activité au bénéfice de la société. Bref, on a inventé toute une série de petits aménagements légitimes et normaux, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et la réalité est la réalité. Mais on n'a pas tranché sur décriminalisation, dépénalisation, contraventionnalisation, libéralisation. Le CBD est-il ou n'est-il pas? Et vous voyez d'ailleurs dans les décisions du Conseil d'État ou de la Cour de cassation une sorte de grande incertitude générale sur la problématique de ce qui peut être médicalement accepté et de ce qui doit être pénalement réprimé. Donc, ne sachant pas faire du sur-mesure, nous avons fait du prêt-à-porter, et donc c'est soit trop grand, soit trop petit, mais ça ne taille jamais juste. Vous avez parlé de désaddiction. Comment vous voyez pratiquement une nouvelle politique sur la désaddiction ? D'abord, l'injonction thérapeutique pourrait être une vraie injonction thérapeutique, c'est-à-dire une obligation de soins. Ceci existe d'ailleurs dans le Code de la santé publique pour toute une série d'éléments. Évidemment, pour que quelqu'un se décide la désaddiction, il faut évidemment qu'il fasse partie du programme. Mais vous aviez, avec le docteur Olivenstein à Marmottan, des programmes extrêmement innovants qui avaient pris en compte des choses, mais qui sont restés des programmes innovants, perdus au milieu de rien, qui étaient une sorte d'excuse. Ah ben, on a un truc. Là-bas, évidemment, ça ne peut pas traiter l'ensemble des, je ne sais plus combien, 4 millions de ceux qui ont un jour ou l'autre consommé, du 1,5 million qui doit le faire plus ou moins régulièrement, évidemment qu'ils ne savent plus traiter la différence qui existait entre du THC à 1,5, 2 et du THC à 15 en intensité, puisqu'il n'y a plus de... J'ai été auditionné il y a quelque temps par le Parlement belge et on avait un débat drogue douce, drogue dure. Alors j'ai dit d'abord ça n'existe plus, ce concept a disparu, mais en plus ce qu'on appelait drogue douce avant et qui pose des tas de problèmes aux parents des années 70 vis-à-vis de leurs enfants, on ne peut pas leur expliquer que non, j'en ai pas consommé, parce qu'ils en ont tous consommé ou beaucoup, mais qui ne parlent plus du tout du même produit.
derrière le mot cannabis, etc., en fait, on ne parle pas du tout de la même substance et de la même intensité de la substance et de ses effets secondaires. Donc, on a un vrai souci par rapport à la capacité de ça. Mais moi, je crois à l'injonction thérapeutique, une vraie injonction thérapeutique, comme l'élément 1 d'une politique de santé publique, qui touche l'essentiel des personnes qui sont directement victimes parce que ce sont des malades. Et je pense qu'il faut que nous réintégrions cette dimension. À la suite de quoi, il y a une petite partie de cette population qui sont des consommateurs dealers, c'est-à-dire qui produisent pour eux, consomment, mais revendent. Et disons qu'il y a là une adaptation à faire, notamment avec les services de police, mais aussi de santé publique pour avoir une réponse mixte qui est liée à la réitérance ou à la récidive, comme dans tout processus normal de pénalité. Et puis, il y a un problème de trafiquants majeurs. Et donc, au lieu de continuer à essayer de vider la mer avec une petite cuillère trouée et d'occuper les forces de police à des missions qui ne servent à rien, dont ils savent qu'elles ne servent à rien et qui ne produisent rien, les reconcentrer sur... On a le même problème avec la criminalité ordinaire. Dans mon métier, qui est la criminologie, on s'occupe essentiellement de savoir qui fait quoi. 70% des primo-auteurs ne recommenceront jamais. Jamais. Mais on ne le sait pas la première fois, puisqu'ils sont primo. 30% vont recommencer au moins une fois. Ceux-là, il faut les traiter différemment des premiers. Mais déjà, dès les premiers, il faut indiquer qu'il faut s'arrêter. Il y a donc un besoin d'expression de l'interdit et d'expression rapide de l'interdit. Contrairement à une idée largement répandue, les courtes peines ou les mesures éducatives immédiates et rapides, notamment pour les mineurs, sont extrêmement positives. Elles donnent d'extraordinaires effets dans les pays anglo-saxons, protestants ou du Nord. Parce qu'on intervient vite et on casse le dispositif rapidement. Il reste 30%. Ces 30%, il faut les traiter évidemment avec des mesures renforcées. Et ensuite, on a environ 5% qui produisent 50% de l'activité criminelle. Vous ne pouvez pas les traiter comme les 70 autres pourcents, ni même contre les 95 autres pourcents. Chacun doit être traité en fonction du niveau de glissement vieillesse-technicité dans l'activité criminelle. Et donc, il faut qu'on s'adapte au mode opératoire. Le mode opératoire, c'est le besoin, l'envie, le plaisir. Le besoin, j'ai rien et je veux quelque chose. Alors, c'est un besoin en général utile. C'est celui qui nous a permis de passer du statut de sujet à celui de citoyen. C'est la révolte sociale, c'est la révolution, c'est l'expression d'une violence contre une violence plus grande encore. Celle-là, elle n'est pas du tout condamnable. Elle nous a permis d'avoir un Parlement, une représentation démocratique des citoyens. Voilà. Parfois, c'est excessif, parfois, c'est même extrêmement excessif. Mais enfin, grosso modo, l'histoire a montré plutôt la légitimité de la révolte et du droit à la résistance à l'oppression, qui est d'ailleurs dans notre Constitution. La deuxième partie, c'est l'envie. J'ai envie d'avoir ce que quelqu'un a et que je n'ai pas. C'est un effet publicitaire en général, c'est l'effet de la marque. C'est l'effet de la lisibilité d'eux, c'est l'effet des influenceurs, c'est l'effet de l'inutile et du présent. Mais enfin, en général, il n'y a pas mort d'homme. Et puis le troisième élément, c'est le plaisir. Le plaisir de l'agression, de la possession, de la violence sexuelle, de la violence physique, de cette augmentation massive de l'homicide et des homicidités, dont je traite d'ailleurs dans mon dernier bouquin, parce que c'est impressionnant de voir à quel point nous avons inversé une tendance qui était la réduction à la violence ultime, qui est l'indicateur le plus stable dans une société, hein, l'homicide, le meurtre, l'assassinat. Nous sommes passés de 150 homicides à moins de 2 en 500 ans, c'est un gigantesque succès, et en 20 ans, nous avons inversé le processus. Quand même un petit sujet qu'il va falloir traiter. Or, une partie de cette inversion est liée au trafic de stupes pour les règlements de compte et à l'augmentation de la violence physique comme élément de régulation de la vie, parce qu'on ne fait plus confiance à l'État dans sa capacité d'être un régulateur, un intermédiateur ou un objet répressif. Puisque comme on ne sait pas ce qu'il fait et que lui-même ne connaît que des injonctions contradictoires, ça ne fonctionne pas. Donc tout le monde s'engouffre dans les brèches laissées par l'État en France, puisque l'État en France, il a créé la nation. Dans tous les autres pays occidentaux et autres, la nation a créé l'État. On a plutôt des États fédéraux, avec c'est le territoire qui fait la loi, etc. En France, l'État a créé la nation, l'État est censé tout faire à la place de tout le monde et mieux le faire que les autres. C'était vrai jusque dans les années 70-75, au moment où l'État en France a décidé de devenir un État libéral, au sens américain ou anglo-saxon du terme, protestant. Voilà, je n'ai rien contre. Mais c'était un changement de culture d'État.
Et ce changement de culture, il a amené un dépérissement de l'État, y compris sur ses fondamentaux. Vous me pardonnerez de signaler en quelques instants l'État social, l'État médical, on l'a vu durant le Covid, l'État militaire. J'ai l'impression que nous n'avons plus vraiment d'armée, en tout cas du point de vue de ceux qui la font. Hein. Nous avons une armée échantillonnaire et expéditionnaire, mais enfin, elle n'est pas prête à la défense opérationnelle du territoire. L'État sécuritaire, une grande difficulté à gérer le problème des violences, et notamment des violences physiques, un peu partout. Nous sommes lyonnais tous les deux, je peux vous faire la liste, voilà, hein, on lit les mêmes journaux, on voit à peu près ce qui se passe, etc. etc. Et donc ce dépérissement de l'État, il amène à ce que, la nature ayant horreur du vide, la violence s'engouffre, et notamment la violence criminelle, et la violence criminelle liée aux stupéfiants, qui par ailleurs a une curiosité en France, c'est qu'il n'y a pas de crime organisé centralisé. Depuis Farid Berama, le Spartacus des cités et la mort de Jean-G. Colonna, le dernier parrain du crime organisé français, nous avons une décentralisation par le caïda localo-régional, donc des frictions, des problématiques de zones de chalandise qui sont extrêmement difficiles. Marseille en est l'expression la plus emblématique, mais on peut en parler aussi à Lyon et dans la banlieue lyonnaise, et même à une expansion assez forte dans des territoires régionaux dont on n'aurait pas l'idée. Alors, je parlais de Valence tout à l'heure, c'est pas la ville qui vous vient naturellement à l'esprit, mais vous pouvez en choisir toute une série d'autres. Et d'ailleurs, la carte des émeutes, de ce point de vue-là, a ressemblé d'une manière assez forte, on en parlait encore avec Jérôme Fourquet il y a quelques semaines, avec la carte du développement des points de deal. La carte des 4000 points de deal, elle est très intéressante parce qu'elle est parfois extrêmement surprenante. Voilà, donc ce sont ces éléments-là qui sont importants, et donc la cohérence d'une politique, pour moi, pour répondre définitivement à votre question, elle commence par une politique d'injonction médicale forte, puissante et accompagnée, donc un réinvestissement très puissant. Sur la question médicale, le réinvestissement est générique, hein, mais celui-là en fait partie. Deuxièmement, une adaptation aux politiques territoriales de lutte contre les trafics en intégrant le fait justement du caïda plutôt que le crime organisé, même à Marseille. Et puis, troisièmement, évidemment, un réinvestissement contre le dealer trafiquant majeur et surtout le blanchisseur, parce que quand on tape au portefeuille, c'est encore là qu'on a les meilleurs résultats. Ce que vous voulez dire, c'est que l'amende forfaitaire délictuelle, c'est une vision répressive et que sur les consommateurs, ça n'aura pas d'effet. Déjà, il faudra que... Je lis des rapports extrêmement contradictoires sur l'utilisation de l'amende. Ça ne nous a pas échappé. Voilà. Donc déjà, c'est une création douanière adaptée d'une manière plus ou moins compliquée, mais c'est une réponse immédiate dès lors que, on paye, ce qui n'est pas garanti, et donc si on ne paye pas, que se passe-t-il? Rien. Parce qu'il ne se passe rien. Ça marche pour ceux qui veulent payer. Parce que dans l'autre cas, on revient au système ordinaire qui ne sait pas gérer les 60, 80 ou 100 000 gus qui sont interpellés pour consommation. Donc, en fait, la consommation, ce n'est pas un sujet. C'est pas un sujet pénal. Le deal est un sujet pénal, pas la consommation. Donc, il faut arrêter de s'occuper des consommateurs pour le gérer d'une autre manière, c'est-à-dire les transférer dans des conditions sur est-ce qu'on peut vous aider, qu'est-ce qui justifie votre machin. En général, d'ailleurs, il y a des polyconsommations qui sont un peu plus compliquées avec l'alcool et d'autres types de produits addictifs. L'OFDT, d'ailleurs, avait été créé pour ça, hein, pas de la toxicomanie, mais des toxicomanies. On avait eu un débat extrêmement violent sur le fait de est-ce qu'on pouvait traiter la drogue comme le tabac et l'alcool. Mécaniquement, oui, c'est pas une question. La question, c'est de traiter le malade. On s'en fout de savoir de quoi il est malade. Si c'est une addiction, ça se traite comme une addiction, quelle que soit l'addiction. Mais il faut la traiter. Pas seulement en parler, ni pas seulement la constater. Voilà. L'avantage de l'OFDT, c'est qu'on travaille beaucoup avec Michel Gandillon au Conservatoire des Arts et Métiers. Donc, c'est un très bon observateur des problématiques de stupéfiants en France et à l'étranger. On s'est rendu compte assez rapidement, à la fois que le territoire du deal, le développement du deal et les problématiques du deal n'étaient pas des problèmes de consommateurs, c'est un problème de réseau de distribution. Et qu'il faut taper le réseau de distribution. Sauf que le réseau de distribution, il l'importe de moins en moins et il autoproduit de plus en plus. Je veux dire, il va y avoir un moment où la France va devenir exportatrice. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle du point de vue du commerce extérieur, mais en tout cas, la capacité que nous avons à modifier les conditions dans lesquelles on peut produire une partie des produits, entre guillemets, naturels et de plus en plus les produits chimiques, les labos, nous ramène à l'avant 1970.
J'avais une question sur le dossier coffre. Une des difficultés que nous avons repérées aujourd'hui, c'est la capacité des réseaux puissants, français et internationaux, à, avec l'intelligence artificielle notamment, comprendre comment les services de police ont réussi à obtenir un certain nombre d'informations pour les mettre en difficulté et les juger. Ces éléments-là, qui sont des éléments techniques, sont souvent dans le dossier procédural. Par les avocats et par une étude très précise du dossier, on arrive à savoir ce qui s'est passé. Une des réponses, ça peut être le dossier coffre, c'est-à-dire que l'autorité poursuivante n'indique pas dans le dossier pénal, de manière transparente, les conditions dans lesquelles les informations ont été recueillies. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes très attaché à la protection et des libertés individuelles. Oui, moi je suis attaché au fait que la défense existe et ce pays qui a beaucoup de retard du fait du très faible nombre de ces instructions et du trop grand nombre de ces enquêtes préliminaires qui n'offrent aucune garantie sur à peu près rien et dont la France, qui se proclame défenseuse des libertés, qui n'a même pas réussi à afficher l'habeas corpus, toujours pas. Nous ne sommes toujours pas un pays d'habeas corpus. 2024 est une interrogation permanente. Non, je ne crois pas que ça soit le problème. D'abord parce que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va résoudre ou ne pas résoudre les choses. L'intelligence artificielle accélère. D'abord, elle n'est pas intelligente, elle est très artificielle. Elle le sera un jour. Mais ce n'est pas le cas. Elle accélère simplement des processus qui passent pour l'instant essentiellement par des informateurs et des indicateurs plus ou moins payés, plus ou moins rémunérés, plus ou moins manipulés et plus ou moins manipulateurs, comme on le voit chaque fois qu'un policier, un douanier ou un gendarme est mis en cause pour des livraisons contrôlées dans des conditions qui ne satisfont pas toujours, à juste titre, les magistrats. Donc, je ne crois pas que le secret de l'instruction finale, au moment de la partie, je dirais, jugement, doivent empêcher l'accès à la défense, au dossier de l'accusation. Au contraire même, je pense simplement qu'il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent, de par la loi, prévoir, et c'est d'ailleurs le cas, l'anonymat d'un certain nombre d'informateurs, mais pas des informations, quant à l'usage d'un certain nombre d'outils, disons, qui relèvent plutôt du monde du renseignement, dans le cadre de procédures judiciaires avec le pseudo-informateur X27, c'est déjà largement le cas, et ça ne donne pas beaucoup accès à la défense dans la manière dont elle peut gérer ce type d'affaires. Enfin, le nombre d'erreurs procédurales qui amènent à la libération de trafiquants ou de criminels du fait de l'encombrement massif de nos juridictions, du faible moyen, notamment des greffes, du fait que les magistrats n'arrivent plus à s'en sortir tellement ils ont de dossiers à traiter, est un problème bien plus important que le fait de cacher des éléments à la défense. La défense est largement pourvue en faute de procédure sans qu'on ait besoin en plus de lui cacher le contenu des dossiers. Voilà qui est clair. Et nos collègues Marie-Arlette Carlotti et Catherine Conconne nous ont rejoints. Marie-Arlette Carlotti. Merci. Je suis désolé pour Marseille. Oui, non, mais ça, on est habitué. On est habitué. D'autant que je vais revenir un peu sur Marseille. Finalement, c'est pas démoralisant ce que vous dites, parce que vous avez dit quand même qu'en 70, avec un coup de fil de Nixon, on a pu arrêter tous les dégâts qu'avait fait la French avec les labos de qualité qui étaient à Marseille, très grande qualité. De très grande qualité, qui étaient à Marseille. Donc ça veut dire s'il y a une volonté politique, bien sûr, avec une loi qui donne certainement pas satisfaction, mais qui est sortie d'un coup de téléphone et d'une volonté politique. Et c'est bien ça qui nous importe à nous dans cette commission d'enquête, c'est de porter derrière une volonté politique pour attaquer ce sujet. Alors, il y a le haut du spectre, moi, qui m'importe beaucoup, mais c'est même pas là-dessus que je vais vous poser une question. C'est sur la question du traitement médical et des addictions. Je sais que vous n'êtes pas médecin, mais vous avez quand même fait référence à quelque chose que j'avais lu quand j'étais très jeune, d'Olivenstein, qui a écrit « Il n'y a pas de drogués heureux ». Et il y avait des expériences qui étaient en cours, notamment à Marseille, par le docteur Pratt, qui menait ces expériences. Je ne sais pas si on s'en souvient bien, moi je m'en souviens pas trop, peut-être que vous les avez en tête, mais est-ce que ces expériences, qui étaient quand même assez liberticides,
libertaire, malgré tout, sur certains plans, parce qu'il disait qu'il n'y avait pas d'accro à la cocaïne, etc. La drogue n'était pas la même à l'époque. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'inspirer des propositions qui ont lieu, qui étaient à titre expérimentaux, qui n'ont jamais été vraiment soutenues? Ça, c'est ma première question. Même si vous n'êtes pas médecin, donnez-moi une piste là-dessus. Et l'autre question, c'est concernant les petits dealers de quartier. Vous disiez tout à l'heure, une courte peine pour les mineurs, c'est très efficace. Et moi, courte peine très rapide. D'accord. C'est pas la courte peine. D'accord. Alors, la cassure, pardon. D'accord. Précisez, parce que moi, je vois tellement des jeunes qui sont peut-être pas des mineurs d'ailleurs, qui ont un bracelet, qui remontent le survêt pour qu'on voit le bracelet. Ça leur donne au contraire. Donc, j'ai besoin de précision sur ces 2 points. Oui, alors, pardon, si je réponds au fur et à mesure. D'abord, oui, il y a eu beaucoup d'expériences. Aucun bilan. Aucun. Autant le rapport Perfit, juste avant 1981, avait fait en 20 volumes le plus beau et le plus impressionnant bilan de l'état de la criminalité, de la délinquance, des problèmes urbains, un diagnostic absolument remarquable qui n'a provoqué ni pronostic ni thérapeutique. Bon. Mais au moins c'était fait. Après 81, on a eu un certain nombre de propositions qui ont été réalisées sur un nombre important de secteurs, mais qui ont amené une problématique complète de ne pas se montrer trop complaisant parce qu'il y avait un procès en incompétence et en philobanditisme qui s'est arrêté après l'affaire Action Directe. Les attentats ont créé les conditions d'un retour à l'ordre, au majuscule. Et on est revenu à un projet à peu près intelligent qui était des citoyens libres dans des villes sûres, colloque dit de Villepinte, issu anciennement du rapport Bonne Maison. Alors c'est à peu près tous les 15 ans. La gauche a une épiphanie. Elle découvre, parce qu'elle est aux affaires de la plupart des collectivités territoriales, que cette question doit être traitée. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que c'est une gauche Janus. Alors, je dis ça avec facilité, parce que j'en ai connu beaucoup. J'étais collaborateur de Michel Rocard pendant très longtemps. Ils étaient extrêmement rationnels et normaux, au sens de la normalité, de la prise en compte du problème au niveau local. Et arrivé à Paris, une transformation avait lieu et on avait des négationnistes culturels. C'est-à-dire, en fait, le problème n'existait pas et c'était une invention de la droite. Alors, ça, évidemment, ça pose un problème, c'est que ça construit l'opposition sur le thème 1. Voilà, la France, c'est le pays de négation, minoration, éjection. 1, c'est pas vrai. 2, c'est pas grave. Et 3, c'est pas de ma faute. Ce qui fait que le citoyen lambda, pour qui c'est vrai, c'est grave, et il fallait bien trouver quelqu'un qui s'en occupe, décide de s'adresser aux extrêmes. Parce qu'au moins, les extrêmes lui donnent une réponse. Certes, elle n'est pas bonne, mais il y en a une. Et puis surtout, elle ne commence pas par dire que c'est pas vrai, ce qui est quand même un vrai problème quand vous le subissez tous les jours. C'est un sentiment, alors qu'en fait, nous vivons un climat. C'est pas la même chose. Le sentiment, c'est un truc évaporé. Le climat, c'est ce qu'on rencontre tous les jours. Que ça soit plus ou moins grave, c'est un peu comme les gens qui n'aiment pas l'obscurité. Vous avez le droit de vous moquer d'eux, mais vous ne pouvez pas penser que ça n'existe pas. La reconnaissance du réel est un élément majeur. Donc, dans mon métier, c'est une science clinique, on fait un diagnostic, et le diagnostic doit être partagé. On le fait assez peu. Ensuite, on établit un pronostic. Il doit être discuté. Évidemment, si on n'a pas de diagnostic, c'est complexe. Et ensuite, on a un droit à un débat thérapeutique qui peut être extrêmement disputé. Et on s'engueule. Nous avons le pays des meilleurs thérapeutes du monde sans diagnostic. Ça ne marche pas terrible. Et c'est valable pas seulement pour les questions criminelles ou le trafic de stupes. Donc, la vraie question qui existe, c'est quel bilan on a de toutes ces expériences à Marmottan et ailleurs. Et alors, je peux vous en citer, elles sont anciennes. Il y en a qui survivent. Ici et là, mais pas de bilan, pas de proposition. Le seul qui a tenté vraiment un travail de fond, c'est la mission de l'Assemblée nationale l'année dernière sur la question de la dépénalisation. Enfin, je vais le faire brutalement. Hein. Voilà. On a chez nous une revue à l'intérieur de notre centre de recherche au CNAM qui s'appelle Politique des drogues, où cohabitent alors à peu près tous les points de vue. Les répressifs comme moi, c'est-à-dire le problème n'est pas la libéralisation mais la désaddiction. Hein. La désaddiction, c'est une mesure visant à s'en sortir. Ce n'est pas une mesure en disant « allez-y, youpi ». Vous voyez ce que je veux dire? Mais qui dit « ce n'est pas un sujet pénal, c'est un sujet médical ». Mais l'injonction fait partie des moyens médicaux. On peut vous donner des injonctions à des tas de choses. Vous vaccinez, par exemple, pour prendre un exemple pas si lointain. Donc, l'injonction comme un élément de politique médicale, élément structurant d'une politique de réponse au fléau de la consommation et, par ailleurs, de réponse au réseau et au trafic. Dans cet ordre-là.
pas l'inverse. Voilà. Donc ça, c'est une réponse à ça, et on pourrait faire un bilan. D'ailleurs, le Sénat a tous les moyens de faire un bilan des expériences menées pour les politiques de désaddiction, avec tout ce qui a été utile et tout ce qui était totalement farfelu, parce qu'il y a eu des choses très farfelues, vous avez raison, hein, mais c'était valable aussi pour toute une série de mesures des années 70. Mais justement, le bilan s'est fait pour faire le tri entre ce qui était utile, ce qui aurait pu marcher, ce qui aurait pu être généralisé, ce qui aurait pu être modulé, ce qui aurait pu être proposé, et puis ce qui n'avait aucun sens et qui s'est terminé comme... voilà. C'est comme les politiques de santé publique en matière de psychiatrie. Je veux dire, l'idée de fermer, les centres fermés pour dire qu'on allait tout régler en milieu ouvert a amené le désastre de la psychiatrie nationale. Les psychiatres ayant eux-mêmes participé à leur propre auto-extinction. Mais ils en sont revenus. Donc on peut avancer en faisant le bilan qui est neutre de ce qui a été fait. Deuxièmement, il y a une série de propositions et de dispositifs qui peuvent parfaitement fonctionner sur la base de ce qui a été bien fait et qui avait donné des résultats, et à Marmottan et ailleurs, puisqu'il y a eu des bilans régionaux, locaux, de subventions publiques. Il y a quelques années, mon collègue Sébastien Rocher a été financé par une mutuelle pour faire des enquêtes d'auto-incrimination où les auteurs d'actes de délinquants expliquaient pourquoi ils le faisaient. C'est pas inintéressant de demander aux gens pourquoi ils décident de devenir des délinquants ou des criminels, notamment des gens qui étaient dans le trafic de stupes. Enfin, pour ce qui est de la réponse pénale, alors elle n'est pas liée aux trafiquants de stupéfiants en tant que tel. Elle dit simplement que dans mon dispositif de 70 sur 100 primo, 30 secondo et 5 hyper productifs, le moment où on décide de casser le rythme de la carrière criminelle, du glissement vieillesse technicité criminelle, de la progression criminelle, c'est le moment où on la casse le plus vite possible, le plus rapidement possible et de la manière la plus rapide possible. Et c'est pas avec un bracelet. C'est pas avec un isolement, un moment où justement on n'a plus de téléphone, bref, un moment où tout d'un coup on est face à soi-même, il y a un accompagnement qui dit il va falloir s'arrêter tout de suite parce que voilà. Et ça ne va marcher que dans 70% des cas, pas 100%. Et ensuite ça remarchera dans 30%, plus ou moins vite. Et à la fin, il restera les 5% sur lesquels on peut mobiliser massivement les forces de répression pénale pour isoler 50% de l'activité criminelle pour 5% des auteurs. Vous imaginez la reconcentration de moyens sur le noyau dit dur. Alors, entendons-le bien, les 5%, c'est une représentation. Ce n'est pas les mêmes 5%, quels que soient les types d'activités criminelles. Je précise pour tous mes collègues qui vont regarder ça et qui vont dire « Oui, mais tu n'as pas précisé que » avec la note méthodologique de 27 pages qui accompagne tout outil statistique qui se respecte. Donc, je le fais pour dire que oui, je sais. Mais pour vous donner cette image, la reconcentration des moyens sur le noyau dur de l'activité criminelle, de l'activité délinquante, de l'activité stupéfiante, elle a des effets. Elle a des effets. Simplement, on ne laisse pas perdurer l'emmerdement quotidien des deux dealers qui sont en bas de chez vous parce qu'on est en train de remonter la filière et que pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas des deux qui sont là. On s'occupe des deux qui sont là, mais d'une manière plus intelligente que d'habitude. On sature le terrain, parce que ça, c'est important, et de revenir à une police de présence, visibilité, proximité, qu'on a oublié. Alors, ce n'est pas la police de proximité, hein, je précise bien, ça n'a rien à voir. La police de proximité, ça marche dans les États fédéraux où le maire est le patron de sa police et décide de ce qu'il fait là où il a envie de le faire. C'est une police qui sature le terrain. Ce n'est pas une police d'intervention qui vient de temps en temps. Mais on peut trouver des moyens et les adapter, y compris en termes de répression et de sanctions rapides, efficaces, limitées dans le temps, mais qui ne fait pas durer 117 interpellations, 90 présentations au juge, et au dernier moment, nul ne sait pourquoi, 3 ans ferme. Parce que c'est incompréhensible pour tout le monde, le système, les victimes et les auteurs. C'est donc qu'il y a un souci dans l'application du dispositif. Le fait de vouloir systématiquement trouver des alternatives à tout ne règle rien. S'il n'y a pas un contenu à l'alternative. Aujourd'hui, l'alternative, c'est classement sans suite, injonction, il ne faut pas le refaire. Enfin, des choses qui n'ont pas d'effet dans la réalité, en tout cas pour une partie importante des acteurs qui sont ceux qui sont les plus perturbateurs et les plus hors du système pénal et surtout du respect de règles de vie ensemble, que tout le monde aime le vivre ensemble, moi aussi. Une question de Catherine Conconne. Je poserai la mienne. Merci Président. Merci Alain Bauer pour ces éclairages. Catherine Conconne, sénatrice de Martinique, sujet prégnant, la drogue. Ça passe par la création de nouvelles filières de formation, de nouveaux métiers.
Parce que ces personnes que vous destinez à être prises en charge autrement, avec une alternative, avec du contenu, qui va faire ça? Quels sont ces métiers qu'il faudra désormais créer, amplifier, performer pour qu'on puisse s'occuper de ce petit monde? Parce que ce n'est pas un policier qui va le faire, ce n'est pas un juge. Ce sera des travaux. Il y a une telle nébuleuse dans le milieu de la médiation, etc. Donc, qui et comment? Alors, vous savez, quand je viens ici, au Parlement, je suis toujours entre demandant si je suis une espèce en voie d'apparition ou de disparition. Parce qu'en France, sur l'ensemble du territoire national, d'hommes et d'hommes compris, il y a un professeur de criminologie. Pas deux, hein. Un. Pourquoi? Parce que la criminologie est considérée comme un outil patate chaude. Les sociolâtres, je ne parle pas des sociologues, pour qui j'ai le plus grand respect, mais c'est un culte, la sociolatrie, considèrent qu'en fait, il n'y a pas de mal. La société est mauvaise et les individus sont bons. C'est une sorte de rousseauisme étrange. Voilà. Les pénalistes pensent que seul le droit va répondre à cette question, et en fait, chacun fonctionne en tuyau d'orgue, sans jamais se parler, ni se rencontrer, ni se concerter, et au nom de la sacro-sainte indépendance médicale, pénale, judiciaire, etc. Et puis, sur le terrain, vous découvrez subitement que des tas de gens s'occupent du sujet. À Marmottan, des acteurs de terrain, des associations, des gardiens de prison, des magistrats, des avocats, des défenseurs des droits. Mais ils le font, voilà, à la petite semaine, dans leur coin, etc. Et puis quand vous leur offrez un terrain d'apprentissage et surtout de partage, de retour d'expérience, de reconnaissance. Voilà, moi j'ai 330 étudiants cette année, j'en ai pas 2. Je n'ai pas qu'un doctorat résiduel pour répressif extrémiste. Donc pourquoi? Parce qu'il y a une extraordinaire demande. Et mes étudiants, ils sont très sociaux, très médicaux, très pénaux, très policiers, très magistrats, très avocats, très défenseurs des droits, très journalistes, parce qu'ils ont besoin d'apprendre et de partager et de comprendre. Et donc, les espaces existent paradoxalement. Les populations concernées existent parce que ça sera beaucoup plus de formation permanente, d'accompagnement supplémentaire à ce qu'ils savent déjà faire, ce qu'ils ressentent sur le terrain, que de formation initiale. Mais le jour où on créera de la formation initiale, vous aurez des centaines de candidats. Après, il faudra créer des supports d'emploi. Et là, vous allez entrer dans un débat budgétaire, quoi qu'il en coûte plus, ça dépend des jours, il faut voir, enfin, vous connaissez cette histoire aussi bien que moi, mais dans la réalité, la quasi-totalité des besoins, des moyens existent, invisibles, non coordonnés, non concertés, non reconnus, non respectés aussi. Parce que tout le monde se fout de ce qu'ils font. Éventuellement, on leur fait un petit chèque de subvention. Si vous créez par exemple, la France n'a pas de conférence nationale de criminologie. On ne s'est jamais rencontrés pour parler des affaires criminelles. Jamais. Il m'arrive d'aller faire cours dans un endroit formidable qui est Quai aux Fleurs. Il y a une rencontre où des policiers, des gendarmes et des magistrats se parlent de politique pénale. Comme il n'y a pas de journalistes, personne ne s'engueule. Les flics ne sont pas fascistes, les magistrats ne sont pas laxistes, et on discute, et certains de mes collègues sont invités à venir faire des conférences qui permettent le débat sur les conditions dans lesquelles s'exerce ou pas la politique pénale, en liberté. C'est un truc formidable, hein. C'est une annexe de l'École nationale de magistrature, donc je n'en dis pas toujours du bien, mais je profite de ce moment pour dire qu'il y a des endroits, l'École nationale supérieure de police fait la même chose, on a les mêmes activités assez régulièrement pour la manière dont on forme les analystes du renseignement, parce que dans le renseignement, il y a aussi le renseignement criminel, c'est pas seulement l'espionnage international, et donc on fait passer des idées, et en fait, il y a d'extraordinaires compétences de terrain. Elles sont partout. On les rencontre partout. Je suis allé l'autre jour à une conférence des personnels d'assistance psychologique des départements qui avaient connu un drame parce qu'une d'entre elles s'était fait assassiner par quelqu'un qui était, disons, plus perturbé que d'autres. Mais il y avait ils étaient plusieurs dizaines. On a eu un débat d'une richesse, d'une qualité, avec des interrogations, la diversité, des expériences, mais qui ne sont reconnues par personne, ou en tout cas seulement dans le petit circuit professionnel du petit morceau du tuyau où on discute. En fait, la ressource, elle est là. Elle ne demande qu'à émerger, comme toujours. Le lendemain de mon élection comme professeur de criminologie, j'ai découvert que j'avais 40 collègues.
clandestins, sans papier de la criminose, ce que j'appelle, qui exerçaient sous des titres et des noms divers dans des tas d'universités et qui, enfin, maintenant qu'ils avaient un point de référence, sont tous arrivés pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le conservatoire à se développer. Moi, je pensais être tout seul. En fait, on était 40, mais je suis le seul émergé, on va dire. Donc maintenant, il y a un institut de criminologie à Lille qui assume totalement sa vision. Il y a de la victimologie à Pau qui assume totalement son point de vue. Il y a de la médecine légale de très bonne qualité, psy, à Nantes et Rennes. Il y en a à Poitiers. On commence à voir apparaître des pôles non centralisés, puisqu'on n'arrive pas à avoir de reconnaissance des carrières, parce que c'est ça qui pose problème à mes collègues. Ils en font de la crimino, sans le dire, en attendant sans que personne ne les voie, des fois que ça leur nuise en termes de carrière. Moi, j'ai atteint le plus haut niveau, donc avant la retraite, bientôt, sauf si vous la repoussez. Voilà, mais la reconnaissance du niveau, il suffit de faire une conférence nationale ouverte, pas consensuelle, ouverte, sans journaliste, parce que c'est l'élément perturbateur, désolé. C'est pas que je ne veux pas que les médias soient là, c'est que les médias doivent être là après, pas pendant, où chacun va pouvoir enfin se parler, de savoir comment on règle une partie des questions qu'on vient de voir. Et vous allez voir à quel point la compétence du terrain est exceptionnellement développée en France et à quel point la structure centralisée, nationale, parisienne, bureaucratique de l'État est totalement... C'est les trois singes en un seul. Sourde, aveugle, muette. Vous décrivez un paysage où on a privilégié de manière confuse, maladroite, désordonnée, une répression tous azimuts au détriment du soin. Dans la réalité de la consommation des stupéfiants, est-ce qu'il y a une place à part pour quelque chose qui échappe aux soins, qui serait de l'ordre du récréatif, que je mets entre guillemets? Et puis, deuxième question, dans l'approche que nous avons actuellement, répressive, vous dites on tape de la même manière indistinctement sur le consommateur dealer et le trafiquant. Y a-t-il une solution, une voie par la modification de l'échelle des peines? Alors, d'abord, le problème du récréatif, c'est qu'il peut être addictif. Moi, le récréatif m'indiffère. C'est l'addiction qui me pose problème. Alors, quand c'est un médicament extrêmement addictif, mais qui permet de résoudre la question de la douleur, ça ne me dérange pas qu'il soit addictif, parce qu'il est traité d'une manière médicale, sous contrôle médical, et pour régler un problème médical. Ce qui explique d'ailleurs les référendums aux États-Unis, où tous étaient extraordinairement favorables à la libéralisation, la dépénalisation, la décriminalisation, tout ce que vous voulez, de tout ce qui était justement lié à des processus médicamenteux, liés notamment au cancer et à des maladies extrêmement douloureuses et qui sont considérées comme des médicaments, comme toute une série d'opiacés qui sont devenus des médicaments et dont on a oublié qu'ils étaient des médicaments, comme des tas de médicaments détournés de leur usage, genre des fentanyl. Alors, je ne prends pas le Mediator qui n'est pas addictif mais qui est dangereux, mais toute une série de médicaments, de médicaments détournés d'usage qui permettent par des mélanges de devenir des produits dangereux et addictifs. Donc moi, le récréatif, pas le récréatif, c'est pas le sujet, c'est l'addiction qui me pose problème. Et de ce point de vue-là, l'addiction doit être traitée d'un point de vue médical, même si dans la tête des gens, elle est récréative, comme non, je ne suis pas alcoolique, mais j'en suis à mon 4e apéro. C'est une addiction, c'est tout. Je n'ai rien contre l'apéritif, mais il y a des moments où il faut intégrer le niveau d'alcoolisation et du risque que ça représente. Alors, par exemple, dans le Colorado, territoire que je connais bien aux États-Unis, où c'est un référendum populaire qui a décidé ça, l'augmentation du nombre d'accidents de personnes sous influence de cannabis ou de produits cannabinoïdes, etc., ou de champignons hallucinogènes, a augmenté de manière massive. Alors, ils sont dangereux pour les autres, parce qu'ils ont des accidents de voiture. Mais c'est valable aussi pour l'alcool. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux sont aussi alcoolisés. Donc, pour moi, c'est un problème d'addiction. Vous voyez, ce n'est pas un problème de pénalisation, même s'il faut les punir. Hein. Il y a pas, surtout s'ils blessent ou tuent quelqu'un d'autre. Mais la question, elle est différente. Donc, récréatif par récréatif, je ne le prends pas en considération. J'entends bien la différence que vous faites, mais pour moi, ça ne change pas. Ça change pas. Quant à l'échelle des peines, alors, si les peines étaient effectives, et donc si on appliquait la loi de 1970, que plus personne ne fait parce qu'elle est inapplicable, oui, bien sûr, il faudrait. Mais déjà, il faudrait commencer par changer le texte pour indiquer ce qu'est la réalité d'un processus qui doit commencer par le médical et pas le pénal. Donc, ce n'est pas l'échelle des peines
qui est l'élément majeur, parce que moi je suis pour qu'un grand trafiquant responsable de plusieurs centaines de morts parce qu'il a surdosé un produit, s'il peut prendre 30 ans et sans autorisation de sortie, je n'y vois pas d'inconvénient. Je précise que je suis abolitionniste, donc je n'ai pas d'option peine de mort, mais juste en dessous, j'ai aucun problème avec la répression massive des trafiquants, des resellers, des blanchisseurs et de tous ceux qui, sachant ce qu'ils vendent, prennent la responsabilité de la mortalité de ceux qui le consomment. C'est aucun problème. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est pas l'échelle des peines. C'est une question secondaire. Enfin, c'est pas ça la question initiale, pour être plus précis. C'est une question secondaire. La question initiale, c'est quel est l'ordre de priorité. L'ordre de priorité, c'est de s'occuper des malades. Ensuite, c'est de s'occuper des entre-deux, les dealers consommateurs. Et enfin, c'est de réprimer, j'allais dire sauvagement, avec la plus grande force de la loi, comme disent les Américains, les trafiquants. Et ce qui va avec. Merci. Marie-Arlette Scarlotti. Oui, excusez-moi de réintervenir. Justement, je voudrais parler justement de cela, des gros trafiquants et du haut du spectre. Les réseaux criminels, on le sait, ils font feu de tout bois pour faire de l'argent. Ils font de l'argent sur tout ce qui bouge, en Oui. quelque sorte. C'est le principe. Ouais, c'est ça. D'après vous, quels sont les liens entre les trafics de drogue et aussi les autres formes de trafic? Est-ce qu'il y a des porosités entre le trafic d'armes ou les trafics d'êtres humains, par exemple? Et est-ce que c'est un traitement spécifique pour suivre les réseaux sur le trafic de drogue par rapport aux autres formes de trafic? Il y a un gros travail qui est fait sur la question du terrorisme, beaucoup moins sur les trafiquants de drogue. Alors, en fait, dans les années 60-70, le système criminel, et notamment le système mafieux, qui est beaucoup moins développé, parce que nous, en France, tout est mafieux, mais en fait, c'est pas vrai. Les mafias, il y en a relativement peu, elles sont très puissantes, mais en France, on a du crime organisé qui a tenté d'avoir des relations avec la mafia, mais qui en a relativement peu. Dans la réalité, le système était très sectorisé. Chacun avait sa petite spécialité. Et puis, après l'apparition de la 'Ndrangheta et de la Camorra, ça a tout changé. Il y a eu une modernisation massive et donc tout le monde fait tout. Il n'y a plus de spécialité. Plus. Par exemple, vous prenez les centres de prostitution le long de la frontière espagnole. Ce sont des centres de prostitution et de distribution de stupes. Désormais, on est multiservices. Les réseaux de blanchiment d'argent, à 90%, servent à la fraude fiscale, ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Dès lors que vous avez un truc offshore quelque part, il est illégal, dangereux et devrait être interdit. Point. Ça ne sert qu'à la fraude. Sur ces tuyaux se branchent plein d'autres choses. Le blanchiment, la rétrocommission, l'argent du terrorisme, c'est très petit, et évidemment l'argent des stupes. Alors l'argent des stupes, c'est estimé à vue de nez, tout compris, trafic et stupes, 5% du PIB mondial et 20 à 25% des dépôts et à peu près 70%, 50 à 70% des offshore. Cumulativement, pas en rythme annuel, parce que c'est assez difficile d'en faire quelque chose, puisque la lutte anti-blanchiment fonctionne quand même plus ou moins bien. Plus ou moins bien parce que les cryptos ont créé un nouvel espace de liberté au blanchiment. Mais aujourd'hui, tout le monde fait tout, en fait, pour des raisons que vous avez parfaitement indiquées, c'est le gain. Et donc, si je peux faire ça et en même temps faire autre chose et rapporter plus à la fin, pourquoi pas? Nous avons d'aujourd'hui une intégration. En fait, le crime, et notamment le trafic de stupes, c'est le modèle le plus abouti de l'économie de marché. Intégration verticale, intégration horizontale, investissement dans la recherche et développement, développement des zones de chalandise, petit incentive pour le petit personnel, seule la gestion de la concurrence est plus définitive que dans le commerce traditionnel. Très bien. Dans les questions que nous avons posées, dans les questions que vous avez posées, on vous a parlé de l'ubérisation du trafic. Et vous avez fait quelques propositions, notamment l'identification, l'identité numérique. Vous pouvez détailler un petit peu tout ça? Nous avons, grâce à François Ier, à qui je tiens à rendre hommage depuis 1539, un état civil qui nous permet d'avoir une identité. Je
crois que vous vous appelez Étienne Blanc, et si je regarde votre numéro national d'identité, vous êtes un quelque chose, je ne donnerai pas l'année. Voilà, et puis voilà. Et c'est votre numéro, c'est votre identité. On sait que vous êtes né, on sait où vous êtes né, le mois où vous êtes né, et puis par la suite de votre vie, ce numéro va permettre de savoir toute une série de choses de votre vie sociale, et au moment d'une éventuelle disparition, la plus lointaine possible, on pourra même savoir comment et dans quelles conditions vous êtes disparu. Parce que l'identifiant de l'hôpital ou du médecin légiste, ou bref, va permettre de savoir ces éléments-là. Et donc, ça nous donne une idée qui permet d'avoir une analyse démographique de la vie des individus et du fait qu'on ait tant de millions d'habitants dans telles conditions, avec un âge moyen une natalité qui baisse, etc., etc. Et quand on a ouvert l'espace numérique, pour des raisons étranges, on a décidé qu'on n'aurait pas d'identité numérique parce que c'était une atteinte à nos libertés. C'est un peu le concept de... On va créer des autoroutes, mais pas de code de la route. Ou le Far West sans shérif. Or, le seul moyen d'avoir une garantie de compréhension de l'ensemble de l'activité numérique, notamment illégale, de la radiosphère, des trolls, des agresseurs, des hurleurs, des menaceurs, des dingues, qui s'expriment sur Internet comme si on était en pleine liberté et qu'il n'y avait aucun risque, c'est de garantir, non pas qu'il n'ait pas de pseudo, mais que leur identité numérique garantisse le fait qu'on sache que pour avoir accès à Internet, eh bien, leur première adresse, c'est etienne.blanc@france.gouv.fr. Et que tout le reste ne puisse découler que de cette adresse-là. Quels que soient les 27 pseudos que vous allez décider d'utiliser, du genre Gone de la Croix-Rousse. Bon. Parce que ça va permettre de résoudre une partie importante de l'excès de violence et de trollisation et de radiosphère sur un espace que nous n'avons pas voulu réguler et que nous ne savons pas toujours réguler. Ceci est donc aussi valable pour les services offerts sur Internet dans le cadre de l'ubérisation, où en commandant sa pizza, on peut aussi se faire livrer sa dosette ou ses dosettes, parce que tout ça passe par des messages qui eux-mêmes passent sur des réseaux, qui d'ailleurs, contrairement à ce que tout le monde raconte, sont beaucoup moins sécurisés qu'on l'imagine, parce que dès lors que, notamment, les services de police et de gendarmerie décident de s'y mettre vraiment, on sent bien que, voilà, on n'est pas exactement dans ce qu'on croit et que les dispositifs peuvent être contournés ou cassés, et fort heureusement d'ailleurs, pour l'instant. D'ailleurs, le jour où on passera au quantique, on est à peu près sûr que plus aucun système de cryptographie ne pourra résister à quoi que ce soit, ce qui est à la fois une interrogation, une inquiétude et une satisfaction. Ça dépend de quel point de vue on se passe. Mais en contrepartie, on a le plus grand mal à identifier l'auteur. On casse les messages, mais on a encore plus de mal à identifier les auteurs parce qu'ils utilisent des identités numériques qui ne sont pas obligatoires. Or, le fait d'avoir une identité numérique est un élément qui peut parfaitement faciliter, ça n'empêchera pas tout, mais ça va réduire massivement l'ampleur du développement, notamment des réseaux de contournement de distribution, dont je rappelle que par ailleurs, ils n'empêchent pas les points de deal, ils se rajoutent aux points de deal. Et au lieu de résoudre une partie du problème de la nuisance de proximité, vous avez une nuisance de proximité plus le livreur à la maison, ce qui n'est pas terrible. Vous l'avez dit tout à l'heure. Pardon, j'ai coupé. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est en tapant au portefeuille qu'on est efficace. Qu'est-ce qui fait défaut aujourd'hui au code pénal, au code de procédure pénale, sur la poursuite contre le blanchiment? Qu'est-ce qui fait défaut dans l'organisation de nos services, le mixte judiciaire, services douaniers, services fiscaux? Comment vous voyez les choses? Bon, il a fallu les attentats de 2015 et de 2016 pour enfin avoir une coopération antiterroriste efficace entre services qui ne se coopéraient pas beaucoup, pour des raisons à la fois légitimes, à la protection des sources, et pour moins légitimes, c'est à moi, c'est pas à toi, pour des problèmes de judiciarisation aussi, car une partie du renseignement disponible n'arrive par des voies impénétrables, celle du Seigneur, sans doute, et donc il y a un même enjeu pour la coopération STUP que pour la coopération terreau, mais à condition de s'occuper des choses essentielles, de ne pas noyer l'activité anti-stupéfiant dans le consommateur du coin. Donc il faut réorienter en donnant plus de moyens. L'OFAST est une bonne idée.
qui est un réemballage de l'idée précédente, qui elle-même est un réemballage des GIR, qui elle-même... voilà. On n'a pas manqué d'idées. On est meilleur dans les idées que dans l'application. C'est le drame du pays, et c'est valable pour la police ou la gendarmerie ou ce que vous voulez que pour la plupart des services publics. Mais en tout cas, on ne manque pas des moyens. Le fait d'avoir une incitation forte et un outil puissant qui permet de donner des résultats, y compris sur les cryptos. Moi, je regarde avec beaucoup d'intérêt les résultats. Je travaille beaucoup avec le NYPD aux États-Unis, mais aussi avec les services fédéraux. Alors moi, c'est plutôt l'antiterrorisme. Mais du coup, on parle un peu de tout quand on est en réunion. Je vois les nouveaux outils de suivi des crypto-monnaies. C'est extrêmement efficace et ça démontre qu'en fait, quand on veut, on peut identifier qui a pris quoi et où ça va. Quitte même d'ailleurs à le faire disparaître de temps en temps aux grandes dames des opérateurs criminels. Et après tout, je veux dire, une arrivée soudaine d'une recette extra-budgétaire dans notre pays ne ferait de mal à personne, notamment pour financer des gens pour s'occuper des problèmes médicaux. Une question complémentaire. Au fil de nos auditions, on nous a parlé des techniques les plus récentes, les cryptos. On nous a aussi parlé de techniques beaucoup plus anciennes et rudimentaires, type Awala. Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des façons de s'en prémunir? Parce que ça a l'air d'être plus compliqué à gérer pour la puissance publique. D'abord, il faut gérer des problèmes auxquels nous avons nous-mêmes donné la main, c'est-à-dire les centres de transfert d'argent non contrôlés, dont même, il fut un temps, la Poste était un opérateur bienveillant, de la même manière qu'on pouvait transformer de l'argent liquide en virement pour payer ses loyers, puisque tout ce qui tombe du camion ne finit pas uniquement dans des loisirs. Il y a une dimension sociale aux petites mains du trafic qu'il ne faut pas sous-estimer. Ça permet aussi de payer le permis de conduire, ça permet de payer les loyers, ça permet de payer des tas de trucs beaucoup plus créatifs, ou en tout cas auxquels on ne pense pas, et où nous avions toute une série d'opérateurs qui, pour des raisons d'activité naturelle de business, considéraient qu'il ne fallait pas regarder d'où venait l'argent et où il allait. Et donc, par exemple, dans le secteur des HLM, vous aviez 3 éléments indicateurs d'une crise: rotation, vacances, impayés / paiement en liquide, qui étaient des éléments qui permettaient, quand le taux de rotation s'accélérait, que le taux de vacances grandissait, que le taux d'impayés croissait, vous aviez une crise dans votre secteur HLM. Et par ailleurs, quand le pourcentage de paiement en liquide ou sous mandat devenait trop important, c'est donc que les modes de règlement des loyers changeaient de nature. Ce sont des indicateurs fiables, stables, comme les indicateurs médicaux des urgences, qui sont plus fiables et plus stables que le nombre de coups et blessures volontaires enregistrés par les services de police ou de gendarmerie, parce que tous ne le sont pas, tous ne sont pas déclarés, mais tout le monde va aux urgences. Donc il faut toujours se doter de plusieurs outils, dont certains ne sont purement pas sécuritaires, pour avoir une vision plus précise de la réalité, comme nous avions fait des enquêtes de victimation pour avoir une vision plus précise de la réalité, alors que les dépôts de plaintes ne suffisaient pas, ou les mains courantes ne suffisaient pas à avoir un état de ce que les gens subissaient. Vous découvrez par exemple qu'on est mieux informé sur les bris de véhicules et la manière dont votre rétroviseur a été cassé parce que vous avez besoin de le déclarer aux assurances que sur les violences intrafamiliales, 67% dans l'un, 9% dans l'autre. Et donc quand vous avez que 9% de déclarations de violences intrafamiliales régulières, récurrentes, où les gens vivent ensemble, c'est un peu plus important qu'un rétroviseur. Sauf qu'on ne s'est jamais occupé de l'un et on s'est beaucoup occupé, enfin on s'était. C'est un processus lent. MeToo est arrivé, la Civise est arrivée sur les questions d'inceste, etc. Mais on se rend compte du retard. Nous sommes en 2023-2024, pas 1923-1924, hélas. Donc c'est un sujet qui est simplement mécanique, je dirais. Mais tous les processus en question sont connus. Nous les avons aidés, facilités pour des raisons de business. Nous pouvons parfaitement y remédier. Ceci dit, les banquiers lombards, ça date de Philippe le Bel. Et ils ont été très utiles à Lyon. Oui. Et vous avez parlé des divergences européennes. Oui. Et vous entendiez quoi par ces divergences? Belgique, Pays-Bas versus les autres. Mais sur quelle libéralisation libéralisation de la consommation et puis de tout. Et sur la poursuite? Il n'y a pas de poursuite. De facto. Qui a pris le contrôle? Qui prend le contrôle des coffee shops aux Pays-Bas? La mafia.
Parce que le problème n'est plus de faire de la prohibition, c'est de prendre le contrôle du réseau de distribution. Les organisations criminelles savent toujours où trouver l'argent qu'il leur faut. En Californie, le grand problème qui est aujourd'hui vécu, c'est que les pharmacies du cannabis, ça s'appelle comme ça, sont aujourd'hui contrôlées par les criminels. Tous les petits gérants ont été éjectés, le contrôle a été... voilà. Donc il y a toujours un moment où le dispositif pêche par le réinvestissement criminel pour prendre le contrôle de quelque chose. Et donc les Pays-Bas d'un côté, mais nos amis belges sont en grande difficulté, nos amis espagnols, les Portugais ne savent plus à quel sein se vouer par rapport à leur politique de décriminalisation dont ils sentent à la fois les difficultés et les excès. C'est-à-dire que c'est toujours un moment où tu vis l'effet pervers de l'excès qui a eu lieu. Et donc tout le monde se rend bien compte que quand on n'anticipe pas la problématique et la cohérence d'un choix, eh ben on a un sujet. Il y a un État américain qui a tout décriminalisé en stupéfiants, tout, qui vit aujourd'hui une crise médicale, sanitaire majeure, parce que le monde entier vient chez eux, puisque tout est autorisé. Donc tous les excès étant autorisés, tous les effets excessifs se retrouvent là-bas. Et donc vous avez un sujet qui est que comme c'est pas un État fermé, parce que c'est un des États des États-Unis, ils sont en train de se poser le problème du surcoût, de gestion des overdoses, surdoses, criminalité, etc., dû à l'importation massive de consommateurs de produits qui ne sont même pas autorisés dans les 37 autres États qui ont plus ou moins décriminalisé, dépénalisé, contraventionnalisé ou libéralisé la production de divers types de stupéfiants. Et je ne parle pas seulement des affaires de gestion de stupéfiants pour des raisons médicales, où là, il y a un vrai enjeu. Mais le reste... J'entends bien ce que vous dites sur la libéralisation de la consommation. Et je voulais parler aussi sur la poursuite des réseaux, sur la poursuite contre le blanchiment. Est-ce que mais on ne poursuit plus rien. Qu'est-ce qu'on peut poursuivre? On poursuit encore les trafiquants en Belgique et aux Pays-Bas. En Belgique, oui. Aux Pays-Bas, quasiment pas. Qu'est-ce qu'on poursuit? C'est quoi l'incrimination? Quand la drogue arrive sur un port, on saisit et on poursuit. Ah, on saisit et on poursuit. Mais quand elle arrive sur le port et quand on la saisit sur le port. Oui. Le problème, c'est que comme la consommation est autorisée... Après la consommation, c'est le réseau. Bah oui, mais si la consommation est autorisée, il faut bien qu'il y ait un réseau de distribution. Les coffee shops sont autorisés. Donc on peut importer légalement. Et les réseaux de distribution non autorisés, je pense notamment sur la cocaïne. Est-ce que selon vous, l'harmonisation européenne est suffisante sur ces sujets-là? Elle est inexistante. L'harmonisation, elle est inexistante. Nous n'avons pas de politique. Déjà, chez nous, elle n'est pas très cohérente avec les pays de l'Union européenne. Il y a de très grandes différences, pays du Sud, pays du Nord, et nous au milieu. J'avais une dernière question sur ce qui se passe à Dubaï, au Maroc, en Algérie, où viennent se réfugier les trafiquants qui ont pignon sur rue, qui se constituent un patrimoine. Et selon vous, c'est un sujet absolument essentiel aujourd'hui pour lutter contre le narcotrafic. Et quelles sont les mesures que vous pourriez préconiser? Alors, l'Algérie et le Maroc ont des relations complexes avec la France, ce qui n'est pas le cas de Dubaï ou des Émirats. Avec les Émirats, il est possible d'avoir une relation directe, carrée, opérationnelle, parce qu'ils tiennent beaucoup, de plus en plus d'ailleurs, à leur réputation. Dans les autres cas, la question relève du remords colonial et elle est extraordinairement compliquée à traiter pour des tas de raisons diverses, y compris d'histoire du processus de consommation, de constitution des régions internes. Enfin, il y a une histoire coloniale ancienne et compliquée à l'intérieur du pays concerné, le Maroc par exemple, mais pas seulement, et puis avec l'Algérie encore plus qu'avec le reste, parce que tout est hypersensible et que c'est assez compliqué. Mais eux-mêmes ont de temps en temps eu des politiques répressives majeures. J'ai noté par exemple depuis un mois que la Turquie était passée d'une indolence locale à une répression féroce contre un très grand nombre de réseaux de trafiquants de stupéfiants. Alors pour des raisons que je ne traiterai pas ici et de cette manière-là, mais pour des raisons diverses, mais notamment de rejet d'une concurrence externe par rapport à leurs organisations criminelles internes. Hein. Il n'y a pas que de la bonne volonté dans cette affaire, mais en tout cas c'est assez impressionnant de voir le retournement de tendance et le processus répressif extrêmement puissant
qui a été entamé en Turquie. Donc il est possible de voir la même chose à Dubaï. En tout cas, c'est très possible à Abu Dhabi, c'est-à-dire au niveau central des Émirats. À Dubaï, ça nécessite un peu de travail, puisque Dubaï est un opérateur qui ne dispose pas de ressources naturelles, il ne dispose que du commerce. Donc c'est compliqué de gérer ce type de problème, parce que le réinvestissement et la blanchisserie est un sujet qui existe et qu'on ne peut pas sous-estimer. Voilà. C'est comme expliquer tout d'un coup que les voitures diesel, c'est subventionné, et l'année d'après que le gasoil, c'est mal. Vous voyez, ça provoque des réactions un peu compliquées quand c'est un peu brutal. Voilà. Et ben, c'est la même chose dans les relations internationales. Mais ça manque d'agriculteurs à Dubaï. Alors, dernière question en Bref. termes de cette audition passionnante. Bref. Marie-Arlette Carlotti. Merci, Président. Est-ce qu'on sait mesurer la prise en main de ces mafieux réseaux, on les appelle comme on veut, peu importe, sur l'économie locale, rachat d'entreprises, de gré ou de force, etc. Est-ce qu'on sait le mesurer dans notre pays? Quand on veut, oui. Quand on veut. Quand on fait un groupe local d'intervention qui fait une enquête approfondie, qui utilise les douanes, le fisc, le renseignement, l'intelligence artificielle, Bercy, le renseignement douanier, qui est très puissant et dont on ne parle pas suffisamment, et parfois le renseignement extérieur, quand les relations passent par du crypto, etc., on a des idées d'imprégnation locale. Voilà. D'un point de vue global, on a des estimations. Mais quand on veut vraiment savoir quel est l'état d'imprégnation du crime organisé, qu'il soit stupéfiant, mafieux ou ordinaire, entre guillemets, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Et échange pour noué. ces échanges, pour vos réponses et l'alimentation de nos réflexions. Bonne chance. Merci.